Bonjour à tous. Nous allons avoir le plaisir de débattre sur le transhumanisme avec Michel Lepilouer et avec Martine Basperas. Donc, le point de vue déjà du philosophe, pourriez-vous, Michel Lepilouer, nous donner une définition un petit peu succincte du transhumanisme? Oui. Alors, le transhumanisme, le terme trans, ça veut dire au-delà. Au-delà du post-humanisme. Déjà, le post-humanisme ne se contentait pas, disons, de soigner, de réparer les hommes. Il avait pour ambition d'améliorer ses performances, d'augmenter ses possibilités, voire même un organe qui repousserait. Les aveugles voient, paraît-il, les sourds entendent. Tandis que le transhumanisme franchit l'étape suivante et dernière, une jeunesse éternelle sur Terre. Et donc ce transhumanisme va se positionner sur les progrès récents et exponentiels de la science que Martine va nous exposer. C'est ce qu'on appelle le NBIC. Alors, cycle un peu mystérieux mais complexe. C'est-à-dire c'est l'infiniment petit avec les nanotechniques, les nanoparticules qui posent quand même des problèmes, je dirais, de pénétration au cœur de la cellule jusqu'à l'ADN. Après, vous avez le B, c'est tout ce qui est la bioingénierie, la biochirurgie, qui permet de tout réparer, justement, de créer des organes un petit peu artificiels. Après, vous avez le I, qui est toute l'information, toute la voie de l'information, qui va aussi bien d'Internet, mais aussi toute l'information génétique, toute l'épigénétique et toutes les avancées technologiques actuelles, on a les fameux ciseaux, les CRISPR-Cas9, qui coupent les gènes pour les réparer. Et le C, c'est toute la cognition, c'est toute la connaissance du cerveau. Et ce mélange de micro avec, je dirais, tout le côté macro, donne justement à la fois le pouvoir à la médecine d'améliorer l'homme, mais aussi de se poser la question de dire on va corriger la vue des gens qui ne voient pas, c'est déjà une bonne chose. On leur met des petites puces dans le cerveau, on rétablit l'audition, ça existe déjà. Mais après, j'ai lu aussi, on va essayer de dire est-ce qu'on peut sentir comme un animal, donc développer nos perceptions qu'on a un petit peu perdues avec l'évolution de l'humanité. Et c'est là où toute la philosophie retrouve ses droits, car on se demande s'il faut aller sur cet homme augmenté, de l'homme, je dirais, soigné, amélioré, à cet homme augmenté, à cette espèce de surhomme qui fait un petit peu peur quand même. Et donc, Michel Lepilouer, quelles sont les origines de ce courant transhumaniste d'un point de vue philosophique? D'abord, dans les mythes, dès l'époque de la Mésopotamie, un roi cherchait une herbe qui lui aurait donné la vie éternelle. Mais bon, surtout, pour nous, nous connaissons les dieux grecs qui, pour garder leur immortalité, étaient quand même obligés de prendre du nectar et de l'ambroisie pour permettre justement à cette jeunesse de perdurer. En philosophie, disons que ça commence, c'est toujours pareil. Alors l'humanisme, il s'agissait de soigner les gens et de leur permettre de vivre plus longtemps. C'est Francis Bacon et surtout René Descartes. On franchit donc l'étape suivante avec le philosophe des Lumières, Condorcet, qui était matérialiste athée, et il prévoit en quelque sorte ce que va être le post-humanisme, et même d'une certaine façon le transhumanisme, en disant qu'il va y avoir un moment où on ne pourra plus assigner de temps entre la naissance et la mort. Donc c'est déjà, on est en plein transhumanisme. C'est à ce moment-là, comme vient de le dire ma collègue, que les vrais problèmes vont se poser. D'abord, est-ce que c'est possible? Ensuite, est-ce que c'est souhaitable? Qu'est-ce que ça cache? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a toujours derrière tout cela des questions d'argent, mais aussi de pouvoir, de domination des autres. Donc c'est peut-être cela qu'on va essayer d'approfondir maintenant. Donc Martine, quelles peuvent être les retombées positives, à la fois en thérapeutique et en médecine esthétique du transhumanisme? Alors, les retombées positives, c'est la correction éventuelle de maladies génétiques. Quoique, justement, se pose la question avec certains travaux chinois où les gens, justement, essaient de modifier ces gènes, mais disent qu'ils ont des effets collatéraux qu'ils essaient de gérer.
et ça reste un peu mystérieux. Il y a actuellement, j'ai découvert tout un tourisme transgénique, si je peux dire, sur les cellules souches. Les gens actuellement, pour certaines pathologies qui en France suscitent des études mais ne sont pas encore traitées, style apraxie, certaines apraxies graves, oculomotrices, les gens vont en Thaïlande se faire injecter des cellules souches pour améliorer leur pathologie avec, semble-t-il, un certain succès. Et donc, c'est vrai que ça pose c'est intéressant au niveau d'améliorer, de soigner. Nous, je me suis posé la question en esthétique. En esthétique, on fait déjà un petit peu, pas du transhumanisme, mais on améliore déjà l'humain, puisqu'on corrige certains défauts, mais aussi on arrange certaines choses, on améliore. Donc on est déjà dans cette fonction. Par contre, on n'est pas encore en train d'implanter des corps étrangers, justement on n'aime pas trop, on n'est pas encore en train de transformer. Se pose la question aussi de transformer à partir des gènes. Et ça, c'est un vrai problème que M. Le Pilouer connaît sûrement mieux que moi, de l'homme lié au hasard, le hasard ou l'enfant choisi. Et ça aussi, ça pose un gros problème. Parce que si on choisit de modifier les gènes, c'est un choix des parents. Nos enfants vont peut-être nous reprocher de leur avoir donné tel et tel caractère. Mais si on refuse de le faire, on va aussi nous reprocher de ne pas avoir amélioré. Donc c'est vrai que c'est assez délicat à gérer. Et peut-être encore plus le bébé médicament. Exactement. Quand on essaye d'avoir un enfant pour guérir l'aîné, donc un cadet qui a une vie tracée, c'est-à-dire où est sa liberté. Et si vous voulez, pour un peu approfondir, je voudrais vous montrer que tous les films de science-fiction, pratiquement tous, à part peut-être l'Odyssée de l'espace et encore Interstellar, qui a une expérience extraordinaire dans la science, tous les films de science-fiction nous montrent un futur de cauchemar. Donc, que ce soit Elysium, Splice, vous évoquiez le problème en Chine. Il semble que certains essayent de mêler ADN humain et ADN animal. On est de véritables apprentis sorciers de ce point de vue médical. Donc Michel Le Pilouer, on va peut-être aborder justement les dangers qui semblent prédominants. Faut-il craindre la mort de la mort? Voilà. Je pense qu'effectivement... quand on propose cela aux gens, évidemment, vu l'angoisse que nous avons devant la mort, il semble tout à fait souhaitable d'éliminer ce qui nous rendait d'une certaine façon malheureux, qui nous gâchait un petit peu la vie. Mais d'un autre côté, regardez, si je dois vivre non pas seulement 1000 ans, ni des millions d'années, mais des milliards d'années, car c'est bien ça la vie éternelle sur Terre, il n'y a pas de fin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par quoi? Qu'est-ce qui nous pousse finalement à agir? Sinon, nous limite notre finitude. Si j'ai l'éternité devant moi, pourquoi est-ce que je commencerais à faire quoi que ce soit? Et puis, on va le voir, Madame pensait, je pense surtout au clonage dans ce qu'elle nous a dit. Mais c'est pas un hasard si les papes du transhumanisme nous proposent maintenant, plutôt que le clonage, les robots, de nous faire robots. D'abord, il y a la logique des concepts, finalement. La matière est beaucoup plus stable que le vivant. Donc, ils mettent leur espoir dans les robots. Et finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vivre des milliards d'années dans un tas de ferraille, qu'est-ce que c'est que ça quand on réfléchit? Et vivre peut-être dans l'ennui, car pourquoi un robot serait plus performant qu'un autre, plus beau, plus fort qu'un autre? Il n'y a pas de raison. Et si tous les robots sont identiques, qu'est-ce que nous allons échanger? Et nos cerveaux sur clé USB? Oui. Qui est, à mon avis, contradictoire. La plupart, il faut bien le dire, comme Condorcet, ces papes du transhumanisme, on peut en dire un mot. Il y a Ray Kurzweil aux États-Unis, Max More en Angleterre, et en français, il y a Laurent Alexandre, comme vous l'avez souligné, qui a parlé de la mort, c'est le titre même de son livre, et Luc Ferry. Qui sont en quelque sorte ceux qui nous proposent cette jeunesse éternelle, cette vie éternelle sur Terre. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je vais échanger avec quelqu'un qui est le strict identique de moi-même? Si nous pouvons échanger, c'est parce que nous sommes différents, nous faisons des choix différents et nous essayons de nous convaincre de ces choix. Et vivre dans la peur, je vais terminer par là, vivre dans la peur.
Parce qu'il va y avoir un moment où l'humanité n'aura été simplement qu'améliorée, mais ça ne sera pas encore la vie éternelle, la façon d'échapper. Et regardez, qu'est-ce qui peut arriver? Notre Soleil peut se transformer en nova, en supernova. Donc, ils vont être effrayés. Parce que nous qui vivons 100 ans, si notre Soleil devint un nova, ce sera un peu une catastrophe, oui, pour nos enfants ou petits-enfants. Ce ne sera pas le malheur absolu, mais quelqu'un qui pensait vivre des milliards d'années, vous vous rendez compte? Donc nova, supernova, il paraît que c'est justement demi-dieux ou ces seigneurs de la Silicon Valley n'ont pas dormi ces temps-ci. Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un couple d'astéroïdes gigantesques qui est passé près de notre Terre. Ils n'en ont pas dormi de la nuit. Ben, évidemment, nous on a dormi. Pas eux. Vivre dans la peur. Et je développerai cet après-midi quelque chose qui me semble plus profond, c'est la phénoménologie de l'esprit de Hegel. La rencontre des consciences n'est pas d'abord une rencontre amoureuse, c'est un affrontement. Et ça ne sera sûrement pas un monde pacifié comme il voudrait nous le faire croire. Donc, vivre dans l'ennui, vivre dans l'identique, vivre dans la peur, non. Quelle tristesse. Non. Quelle tristesse. D'ailleurs, en esthétique, puisqu'on ramenait un petit peu à l'esthétique, on estime que quelqu'un qui est trop parfait ressemble à un robot, n'a plus aucun charme. Et finalement, nos petits défauts, notre vulnérabilité créent notre charme. Le problème, c'est de savoir ce qu'il faut corriger, jusqu'où aller et où s'arrêter. Et c'est une grande réflexion actuelle par rapport à tout ce qu'on nous propose. Exactement. Et puis finalement, cette finitude acceptée, regardons Socrate qui accepte finalement d'abord de ne pas se sauver de sa prison et affronte sereinement la mort, en nous rappelant que personne ne sait ce qu'est la mort. Alors, bien sûr, nous sommes angoissés, mais c'est ou l'anéantissement, ou peut-être l'accès à une vie éternelle, mais d'un autre type, radicalement différent. Nous verrons ça cet après-midi. Un grand merci à nos brillants orateurs sur ce sujet passionnant. À suivre cet après-midi avec Michel Le Pilouer. À tout à l'heure.